Bonjour, je vous propose de commencer peut-être en nous présentant dans un premier temps. Donc, je suis Eric Bazen, Senior Manager dans la Business Unit Global Market de Nexialog. Et je passe la parole à Marvin pour se présenter également. Oui, bonjour à tous. Je suis Marvin Suzanne, donc consultant senior dans la BU Data du cabinet Nexialog Consulting. Sur toutes les questions de réglementation de durabilité et puis voilà, donner un petit avis sur les résultats justement de ce chatbot. Je suis désolé, on cherche la présentation. Si on peut avoir le support, ce serait bien. J'ai été prévoyant, c'est ça ? Je pense qu'il y a un problème de support. Donc je ne sais pas si... Ah, tu l'aurais sur une clé ? Bon, on va faire avec une clé USB. Et je vais vous faire une petite introduction pour commencer, le temps qu'on installe la présentation. Donc cet atelier va aborder un cas d'usage de ChatGPT qui nous semble vraiment intéressant pour nous, professionnels que nous sommes. Chez Nexialog, donc Marvin et moi, nous sommes dans ce cabinet, nous avons conçu un chatbot, donc un outil conversationnel qui cible une réglementation, un périmètre réglementaire volumineux pour nous aider à y faire le tri, puisqu'on sait que c'est très compliqué quand il y a toutes sortes de réglementations auxquelles on est confronté, et faire le tri dans ces réglementations, c'est vraiment pas facile. Et en l'occurrence, le périmètre choisi est défini par les textes officiels de l'Union européenne relatifs à la durabilité qui englobe l'ESG. Nous avons d'autres chatbots chez Nexialog appliqués à d'autres périmètres réglementaires. Ça peut être Solvability 2 ou IFRS 17 par exemple, qui intéressent les assureurs. Et l'approche est rigoureusement la même. Et finalement, nous avons choisi les réglementations durabilité car nous avons la chance d'avoir parmi nous Laurence Beauvois qui a publié un guide sur cette thématique pour l'Institut des actuaires, et nous pourrons ainsi bénéficier de son expertise et de son regard critique à travers différents exemples qui nous permettront d'illustrer le fonctionnement du chatbot. À partir de cette application concrète, nous pourrons débattre entre nous des forces et faiblesses de ce type de solution, et vous pourrez contribuer en dernière partie à travers vos commentaires ou via des questions que vous souhaiterez poser à notre chatbot. Mais pour commencer, je vais laisser la parole à Marvin, qui est un des artisans de ce chatbot et qui va pouvoir vous expliquer son fonctionnement. Merci Eric. Donc pour commencer, on va vous parler des Large Language Models pour introduire en fait les chatbots, parce que c'est les chatbots tels que ChatGPT, c'est juste un exemple de Large Language Model. Donc les Large Language Models, c'est un type de modèle d'apprentissage automatique spécialement conçu pour le texte.
À la base, les travaux sur ce type de modèle, ça a commencé dans les années 50, on va dire, avec les premiers perceptrons. Mais à la base, on était borné par la puissance de calcul essentiellement. Donc, on a eu ce qu'on a appelé un peu l'hiver de l'IA, où finalement les travaux se sont un petit peu interrompus parce que la machine n'était pas assez puissante. Et quand on a eu plus de puissance de calcul, on a pu développer des modèles qui avaient besoin, là comme comme GPT-3 ou GPT-4, de millions, voire de milliards de paramètres, pour leur apprendre finalement toutes les structures complexes qu'il y a dans le langage. C'est différent de traiter une feuille Excel qu'un livre, par exemple. Donc le plus connu actuellement, c'est le GPT-3 et 4 avec ChatGPT, mais il y en a toute une série d'autres. Donc on le sait, ChatGPT est développé par OpenAI. Donc finalement, on vous donne 4 propriétés spécifiques au LLM. Le premier, c'est le mécanisme de self-attention. Il y a un papier qui avait été publié, je crois, vers 2018, qui expliquait tout ça. Donc, en gros, c'est quand on fournit une séquence à la machine, à l'algorithme, que ce soit une séquence de texte ou une séquence d'images. Ce qu'il y a de particulier, c'est d'apprendre les mots dans leur contexte. C'est-à-dire qu'on va pas seulement prendre la définition du mot, mais aussi sa place dans la séquence, puisqu'on sait que selon le contexte, ça peut avoir un sens différent. Une autre caractéristique forte, c'est basé sur les processus autorégressifs. C'est-à-dire que finalement, on entraîne les modèles à chaque fois à générer le meilleur mot suivant en se basant uniquement sur le passé. Donc ça, c'est caractéristique des processus autorégressifs. Et deux autres caractéristiques fortes de ce type de modèle, donc de deep learning. Deep learning, pourquoi ? Parce que ce sont des modèles avec beaucoup de couches de neurones. On peut leur appliquer le principe du reinforcement learning from human feedback. C'est-à-dire qu'il va y avoir un système de récompense. Quand une réponse semble pertinente, on va pouvoir le stipuler à l'algorithme qui va comprendre que c'est bien dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est pour ça notamment que sur ChatGPT, parfois vous pouvez mettre un pouce pour dire que la réponse est de qualité. Ça sert après pour des réentraînements potentiels. Et la dernière propriété, c'est le fine-tuning. Donc le fine-tuning, ça correspond à l'entraînement, à la spécification des dernières couches des réseaux de neurones pour réaliser une tâche particulière spécifique. Mais ces phases de réentraînement, c'est assez coûteux en puissance de calcul, coûteux en temps également. Donc vous allez voir que nous, c'est pas l'option qu'on a choisie. Donc, ChatGPT, ça a un certain nombre de limites. On peut en citer deux principalement. La première, c'est que ça a été effectivement entraîné sur un corpus de texte énorme, le web jusqu'en 2021, je crois. Donc, on a beaucoup d'informations, mais on a des informations très, très générales. Donc sur certains sujets un peu spécifiques, on peut avoir ce qu'on a appelé les phénomènes d'hallucination, où la réponse est complètement à côté. Ça, c'est une première limite quand on veut utiliser un chatbot dans un contexte réglementaire, d'avoir des réponses finalement qui ne collent pas du tout au sujet. Une autre limite également, c'est les limites en termes de contexte, puisque on est limité à un certain nombre de caractères lorsqu'on pose une question. Et donc, effectivement, poser une question de plusieurs pages ou donner en entrée un texte, une réglementation en entier, ça peut être compliqué si on dépasse ce nombre de caractères. Donc, pour pallier à ces limites, il y a ce qu'on appelle les RAG, Retrieval Augmented Generation. Donc c'est une approche qui va combiner deux étapes. Tout d'abord l'étape de recherche, retrieval, et l'étape de génération.
Donc, ce qu'on fait dans ce type de chat, enfin de RAG, c'est que lorsqu'une question est donnée au modèle, donc par exemple on pose une question à ChatGPT dans un prompt, bon bah là on pose au RAG, au lieu de répondre immédiatement, on va chercher dans le corpus de texte qu'on a donné au début le passage qui semble être le plus proche, donc on va voir ce que ça veut dire proche, hein, proche au niveau d'un produit scalaire, le plus proche de la question. Une fois qu'on a récupéré ce passage ou cet ensemble de passages qui semble pertinent pour répondre à la question, on va demander cette fois au vrai chatbot, donc la ChatGPT, de répondre à la question en se basant uniquement sur des passages qui ont été choisis. Comme ça, on peut vraiment circonscrire le périmètre de la réponse et éviter tous les phénomènes d'hallucination. Donc ça améliore grandement la pertinence et l'exactitude des réponses. Et donc pour des domaines où il faut être très précis, comme la réglementation bancaire, assurantielle ou sur la durabilité, c'est une propriété qui est très, très intéressante. Donc là, à travers ce petit schéma, on voit un peu plus le fonctionnement là, du chat qu'on va vous faire la démonstration, ESG-GPT. Donc il y a une première étape qui est la sélection des documents par un expert métier. Là, on ne l'a pas mis sur le schéma, mais Eric pourra en parler. Une fois qu'on a sélectionné tous ces documents, il y a une phase de ce qu'on appelle d'embedding. Donc embedding, ça veut juste dire vectorisation en fait, hein, dans le langage du NLP. Donc un texte réglementaire avec plusieurs articles, on va peut-être le redécouper en sous-articles, et chacun de ces sous-articles, ça sera un vecteur d'une certaine taille. Ensuite, l'étape 2, c'est lorsque l'utilisateur pose sa question, on va avoir une étape de reformulation. Donc déjà, vu qu'on travaille la plupart du temps sur des textes en anglais, on peut reformuler la question en anglais, mais c'est pas toujours le cas. Et il est possible aussi que, compte tenu des informations disponibles, le RAG n'est pas la réponse à la question. Et donc c'est là qu'on va utiliser le processus HIDE, qu'on développe un petit peu après, pour reformuler la question. Une fois que cette question a été reformulée, on va faire la même chose que lors de la première étape, c'est-à-dire qu'on va vectoriser la question pour pouvoir aller ensuite faire une recherche de similarité, donc qui est une forme de produit scalaire, entre l'ensemble des corpus, des textes du corpus et la question. Et on va pouvoir de là tirer des scores et récupérer par exemple 10 passages, c'est ce qu'on a choisi, les plus proches de la question. Et enfin, avec ces 10 passages de la réglementation, on va demander à ChatGPT de générer une réponse à la question qu'on va donc renvoyer à l'utilisateur. Une autre chose qu'on va pouvoir faire également, vu qu'on a sélectionné les 10 passages qui étaient les plus pertinents, c'est qu'on va pouvoir citer nos sources. C'est aussi un avantage sur le chat GPT normal qui ne cite pas du tout ses sources. Donc voilà, donc la HIDE pour la reformulation, ensuite vectorisation de la question, calcul des scores, donc, recherche par similarité, récupération des 10 passages les plus pertinents avec les plus hauts scores, donc pour répondre à la question, et réponse détaillée. Donc, et là cette fois via une requête ChatGPT un peu classique finalement, où il y a toute une phase de prompt engineering aussi, comme on dit, pour bien mettre le contexte et donc dire finalement à ChatGPT de ne répondre en se basant que sur les 10 passages qui ont été sélectionnés. Ouais. Alors, avant de faire la démonstration de l'outil et de tester donc la première question, je vous propose de visualiser ici les principaux textes qui composent donc ce corpus de documents
le chatbot va s'appuyer pour répondre. Ça veut dire qu'il ne peut chercher ces éléments de réponse que dans ces textes et pas ailleurs, hein. Donc parmi ces textes, vous avez évidemment SFDR, les différentes composantes de taxonomie. Vous avez aussi CSRD, dont le dernier règlement délégué vient d'être mis à disposition et entrera prochainement en vigueur dès la publication au journal officiel. Il y a aussi toute une série de normes de durabilité publiées par l'ISSB, ainsi que la partie durabilité de plusieurs réglementations, comme la réglementation benchmark, la DDA, MiFID II. Notre objectif ici, c'est de vraiment couvrir l'ensemble des textes relatifs à la durabilité. Donc ça nécessite déjà une certaine expertise, et le guide de durabilité de Laurence a été un excellent support pour nous permettre de compléter avec les réglementations qu'on aurait pu oublier. Par exemple, on avait ajouté une poignée de documentation, par exemple la partie disclosure de taxonomie, on ne l'avait pas intégrée initialement. Il y avait aussi les suppléments de la réglementation benchmark, et dernièrement, justement les ESRS qui viennent d'être publiés sur l'acte délégué de CSRD. Donc là maintenant, je propose de faire la démonstration à travers l'outil. Donc on se connecte à Internet, on va sur... Ah oui, donc comment ça marche? Faut que je ferme ça. Peut-être fermer ça? Oui, c'est ça. C'est ça, le mode présentation. Et là, si maintenant je vais... C'était bon. Très bien. Ça ne te dérange pas de me tenir le micro pour... justement, je vais... ouais, je veux bien que tu tiennes le micro. Donc, j'ai fait une liste de questions qu'on va pouvoir saisir en exemple. La première, c'est, par exemple, que disent les rapports du GIEC? Donc, on a vu que les rapports du GIEC ne font pas partie des textes réglementaires, que c'est pas un texte réglementaire que l'on a intégré. Alors, que disent les rapports du GIEC? Donc là, après, on est sur Hugging Face, donc des fois, effectivement, il y a un petit souci de connexion. Espérons que c'est tout à fait exceptionnel. Oui, c'est ça. Donc là, il est en train de répondre. Il cherche. Donc, il ne contient pas les rapports du GIEC, mais il est censé aller dans le corpus réglementaire, savoir s'il y a des références à ces rapports. Et c'est bien le cas. Là, en l'occurrence, il y a une réglementation, c'est l'acte délégué la partie climat de taxonomie, qui contient ici, on voit une dizaine d'extraits qui font référence à ces rapports du GIEC. Donc, il précise qu'il ne connaît pas suffisamment d'informations pour fournir une rapport détaillé. Et l'idéal, ce serait effectivement d'aller sur le site du rapport du GIEC pour accéder à ces informations. Mais il va chercher toute une série d'informations, et là on a tous les extraits qui font référence au rapport du GIEC qui sont cités. Donc là, si on voulait vraiment répondre exactement à cette question, il aurait fallu intégrer le rapport du GIEC. Ça a déjà été fait, il y a un outil qui s'appelle Climate Q&A qui permet de faire ça, mais c'est plutôt du coup un outil qui va s'adresser au grand public. Nous, en tant que professionnels, c'est la partie réglementaire qui va nous intéresser, c'est ça qu'on est susceptible d'utiliser dans notre quotidien, et c'est là où on a besoin de cette expertise. Donc là, c'était un exemple. On peut en utiliser d'autres. On pourrait lui demander... par exemple, quels sont les objectifs de l'accord de Paris? Là aussi, ce seraient des textes qui ne sont pas directement dans les
dans le corpus qu'on a intégré. Donc, peut-être juste un petit commentaire. Moi, ce qui m'a semblé intéressant, justement, c'est que bien que dans le référentiel, il n'y ait pas ces éléments, on a quand même des éléments de réponse qui sont certes généraux, mais je dirais qui nous satisfont quand même. Voilà. Voilà, donc je vais saisir... Attendez, je prends le micro. Merci. Et donc je saisis la question suivante, qui est un peu longue. Hein. Quelles sont les bonnes... C'est des questions effectivement sur lesquelles on a échangé avec Laurence et qui semblaient pertinents pour illustrer donc le fonctionnement de l'outil. Donc là, par exemple, une question un petit peu longue. Quelles sont les bonnes pratiques sur la gouvernance et la gestion des risques climatiques ? Merci. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la réponse cite ses sources. Enfin, elle traduit en anglais, hein, comme tout à l'heure, hein, la question, puisque l'ensemble du corpus de texte a été saisi en anglais, elle l'a traduit en anglais. Et une fois que la question traduite en anglais a généré une réponse en anglais, elle est retraduite ensuite en français. Et on a un certain nombre d'extraits qui sont cités. Là, on voit plusieurs extraits de ce texte, des extraits qui sont en relation avec la question. Et pour les meilleures pratiques sur la gouvernance et la gestion des risques climatiques, eh bien, on a des informations sur la stratégie de l'entreprise, l'organisation, la gouvernance. Donc, on est bien en rapport. Ça parle des risques climatiques. On a 4 points, donc je peux les citer, hein, l'intégration des risques climatiques dans la stratégie de l'entreprise, l'évaluation et la gestion des risques climatiques, la mise en œuvre de solutions d'adaptation, suivi et communication, et à la fin, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, c'est précisé que ça peut dépendre de chaque juridiction et de chaque secteur, donc ça semble assez pertinent. Effectivement, si là on est dans le secteur de l'assurance, ça ne va pas forcément être les mêmes approches que dans un autre secteur. Je ne sais pas, Laurence, ce que tu penses de cette réponse ? Oui, alors moi, ce qui m'avait interpellé, c'est qu'en fait, ce que j'avais en tête, on ne parle pas d'ORSA climatique, donc c'est vrai que dans la gestion des risques, en tout cas dans le monde de l'assurance, ça peut être important. Sinon, les autres réponses, c'est vrai que ça nous paraît pertinent. Et en fait, ce que je m'étais dit, c'est que si ça ne figurait pas, c'est probablement parce qu'il n'y avait pas les textes en projet au niveau de l'ORSA climatique. Donc forcément pas le référentiel et normal entre guillemets que dans ce cadre on n'ait pas cet élément, et notamment avec tout ce qui fait référence au scénario climatique, hein, qui est quand même quelque chose qui est assez important et développé dans ces projets. Tout à fait, effectivement, dans la liste des textes, celui-là n'avait pas été intégré, et c'est vrai que ça peut être un débat en fait, hein, de savoir quel est le périmètre en fonction du type de réponse. Est-ce que on veut intégrer certains textes ou non. Donc, je propose un autre exemple. Merci. Comment faciliter la lutte contre le greenwashing, par exemple. C'est vraiment des questions qui sont complètement prises au hasard, sans vraiment sélectionner voilà, une démarche particulière, hein. Donc c'est des questions qui nous sont venues à l'esprit. Là, on voit qu'il y a vraiment plusieurs points qui sont mentionnés, 5 points notamment.
renforcer la réglementation, renforcer les contrôles et les sanctions, améliorer la transparence et la communication, renforcer l'éducation et la sensibilisation, encourager la collaboration. Voilà, avec un certain nombre de nuances après, effectivement. Comme à chaque fois, hein, il mentionne que les extraits fournis voilà, ne répondent pas toujours exactement à la question et il peut manquer de certaines informations spécifiques, mais en tout cas, en allant puiser dans ces documents, et on voit qu'il a référencé 6 documents et au total 10 extraits, il arrive à répondre à ce type de questions. Je ne sais pas si... Oui, moi je trouvais que la réponse était plutôt bien structurée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on en débattra tout à l'heure. Pas de commentaires particuliers. Et juste, on peut voir si on clique, normalement ici, ça ouvre directement sur la page qui a donné la réponse. Bon là, c'est pas un bon exemple parce qu'il s'est basé sur l'annexe. Ouais. Peut-être là. Celui-là, voilà. Ouais. Celui-là, effectivement. Donc, on arrive bien à la page 55 et on peut retrouver l'extrait qui était mentionné. Donc, tout à fait, c'est effectivement pertinent. Je vais vous proposer de regarder un exemple. Par exemple, quels sont les objectifs, donc les objectifs environnementaux et de la réglementation taxonomie. Donc là, on a une question qui est a priori... quelles sont plutôt? Voilà, on a une question qui est relativement précise et on espère qu'il va nous donner ces 6 objectifs, et c'est bien le cas en fait, hein, il nous donne les 6 objectifs environnementaux de la réglementation taxonomie, donc, et a priori il les note même dans l'ordre. Et effectivement, on peut regarder. Là, on voit un extrait hein, où ils sont cités. Donc, on l'ouvre et on voit ici the 6 environmental objectives as defined in the taxonomy regulation. Et on voit A, B, C, D, E, F, donc on a les 6 objectifs, et donc il a réussi à les reprendre grâce à cette information qu'on lui a donnée sur le fait qu'il fallait, ils étaient sans doute à chercher dans la réglementation taxonomie, et que la notion d'objectifs environnementaux, c'est peut-être un peu large au départ, mais quand il sait que c'est dans taxonomie, il arrive à les observer. Et à les sortir. Oui, c'est ça. Une question précise induit une réponse plus précise, hein, comme on va peut-être pouvoir le voir. Après, on a essayé des variantes, hein, justement, pour voir ce que ça pourrait donner. Mais là, c'est vrai que le périmètre est relativement circonscrit, hein, et donc la recherche s'en trouve forcément facilitée. Là, je pense que pour voir aussi un petit peu les limites de l'outil, parce que c'est important aussi de voir les limites. Si je lui donne une question qui est moins précise, donc quels sont les objectifs environnementaux, eh bien là, il y a peu de chances qu'il me donne exactement les 6 qui sont cités dans taxonomie. Il va me donner des objectifs environnementaux qu'il trouve dans ces textes réglementaires, mais évidemment, c'est beaucoup moins précis. Il en donne 5, et ce n'est pas effectivement les 6 en question. C'est sans doute très corrélé avec ces 6 objectifs, hein. Mais si l'objectif c'était vraiment d'avoir les objectifs environnementaux de la réglementation taxonomie, de savoir qu'il y en a 6. Effectivement, on sait qu'il y a des textes réglementaires qui présentent par exemple les 2 premiers, après les 4 suivants. Donc ces 6 objectifs de taxonomie sont vraiment importants. Donc voilà, on peut aussi tester une autre question, hein, c'est
justement, quels sont les 6 objectifs environnementaux. Je ne lui donne pas la réglementation. Je lui dis juste que j'en veux 6. Et donc là, on se demande, est-ce qu'il ne sait pas que c'est dans taxonomie, donc est-ce qu'il va nous donner les 6 bons? Là, ce n'est pas rigoureusement les 6 de taxonomie. On retrouve certains, l'atténuation du changement climatique en est un. Prévention et contrôle de la pollution, je pense que c'en est un deuxième. Mais après, conservation de la biodiversité. Oui, tout à fait. Mais alors, on est un peu déçu par le dernier, en fait. Consommation et production durable, et qui effectivement ne. Oui, parce que bon, c'est un peu redondant avec utilisation durable des ressources naturelles. Et puis on ne voit pas l'adaptation, voilà, qui est prévue dans ces 6 objectifs. Alors peut-être encore une question, une ou deux questions pour, disons une dernière question, parce que là, alors, plan de transition dans CSRD. CSRD. Donc là, effectivement, on avait pu observer certaines limites avec cette question, donc qui fait bien, dans la réponse qui fait bien référence à CSRD, mais on lui demande le plan de transition. Et donc, peut-être que je crois que Laurence, tu avais des remarques par rapport à la réponse. Oui, donc il y a des éléments intéressants, hein, bien entendu, mais c'est vrai que par exemple, on ne voit pas les références à une métrique spécifique qui est prévue dans CSRD, c'est la métrique E11 qui prévoit justement des éléments spécifiques sur le plan de transition, et là c'est vrai que on trouve pas ces références-là, même si après les autres éléments qui sont donnés sont pas déroutants, on va dire. Voilà. Alors il cite bien effectivement les ESRS, donc on peut là aussi, en allant dans les extraits par exemple 2 et 9, aller chercher justement les éléments et peut-être la référence. Alors peut-être que pas exactement la page qui donne, mais effectivement on se dit que dans ce corpus réglementaire on va peut-être trouver des informations, donc il y a une aide, mais voilà, certaines limites malgré tout. Je vous propose de reprendre peut-être la présentation, et puis après on vous laissera si vous avez des questions, la possibilité de les poser. Donc je reviens aux forces et faiblesses du chatbot, justement suite à l'observation qu'on vient d'en avoir à travers les tests. On vient de voir que l'outil a quand même une force, c'est de faciliter l'accès à une réglementation ici, ou enfin tout un corpus réglementaire via des questions en langage naturel, alors que cette réglementation est très volumineuse, et donc on peut avoir accès à toute une série d'informations sur cette réglementation, et comparé à l'utiliser, parce qu'on aurait pu faire la même chose directement dans ChatGPT, au lieu d'utiliser un chatbot dédié, mais on n'aurait pas du tout le même degré de confiance dans ses réponses. ESG-GPT, là, donc, qui est l'outil qu'on vient d'utiliser, il va donner une réponse beaucoup plus précise, là où ChatGPT peut fournir des réponses approximatives, évasives ou parfois désuètes. Il suffit qu'il trouve l'information quelque part dans sa base d'apprentissage que nous ne maîtrisons pas en fait, alors qu'avec ESG-GPT, on maîtrise le périmètre et donc la fiabilité du contenu, qui est finalement la matière première de ces réponses. Et comme le disait Marvin, on peut espérer éviter les hallucinations de ChatGPT, qui sont des réponses fausses ou trompeuses,
que peut parfois faire ChatGPT, qui ne s'appuie pas sur la logique en fait, hein, et pour aboutir à son résultat. Et surtout, contrairement à ChatGPT, notre outil fournit des extraits qu'il a utilisés pour ses réponses. Il cite même en fonction de la similarité quels sont ces extraits qui correspondent à chaque partie du paragraphe. Donc on a vraiment tous des éléments d'analyse en fait pour analyser les réponses. Après il y a aussi des faiblesses. Alors je peux peut-être laisser Laurence dire quelques mots sur ce que sont ces... C'est sûr qu'il faut connaître un tout petit peu le sujet avant de poser des questions, sinon ça va être un petit peu compliqué. Il faut toujours douter quand même du résultat, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui ressort comme réponse, hein. Il faut vérifier et vérifier par rapport aux sources qui sont données. Ça, c'est quand même c'est facilité par la façon dont ça a été construit. On voit aussi que si on pose une question un petit peu différemment, on n'a pas tout à fait les mêmes réponses, alors que intuitivement, je dirais l'œil ou le cerveau humain ne voyait pas a priori énormément de différences. Et puis par contre, voilà. Il peut ne pas y avoir de réponse parce que la base documentaire ne le permet pas. Mais en fait, vous avez contourné ce handicap en utilisant l'approche Hyde dont oui. Eric va pouvoir vous reparler. Oui, juste pour vous préciser un petit peu comment ça fonctionne. Ce qui est important de savoir dans cette approche Hyde, c'est que l'outil continue bien à utiliser notre corpus réglementaire, hein, pour sa réponse. Il utilise juste ChatGPT pour élargir un peu la question. Et pour aider notre chatbot à répondre, c'est arrivé, on peut le voir dans les réponses si je les ai gardées tout à l'heure. Là on voit qu'il dit qu'il utilise Hyde. Par exemple, quels sont les 6 objectifs environnementaux? La question était peut-être pas assez précise pour lui. Celle-là aussi, hein, quels sont les objectifs environnementaux? Là, il a utilisé Hyde. Pour rajouter des informations et compléter un peu la question à partir de ChatGPT, alors que si on pose une question très précise, quels sont les objectifs environnementaux de la réglementation taxonomie, là il n'utilise pas Hyde, et dans 80% des questions qu'on vous a présenté, il n'a pas besoin de ça. Donc, mais à chaque fois, on maîtrise bien le contenu de la réponse, puisque dans les textes, c'est juste la question qui est un peu modifiée, comme on le voit ici. Au lieu de dire simplement What are the environmental objectives, qui était la question, on rajoute quelques éléments qui définissent un peu plus ce que sont ces environnemental objectifs grâce à ChatGPT. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire sur les forces et les faiblesses qu'on a observées. Après, maintenant, on voudrait vous laisser la parole pour savoir si quel est aussi votre constat là-dessus, pour en débattre aussi avec vous, et si vous avez des questions que vous voulez faire tester par l'outil. Donc n'hésitez pas, vous avez tout à fait la possibilité de... il nous reste quelques minutes, donc profitez-en si vous souhaitez. Bonjour. Oui. Alors moi, j'y connais rien en intelligence artificielle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si je peux l'utiliser ou pas pour mon boulot. Combien de temps vous avez mis à mettre le corpus réglementaire là-dedans, à le rentrer? Montrez-moi, j'ai pas compris. Est-ce que c'est automatique ou vous êtes farci de le rentrer point par point, etc. Non, en fait, on peut. La phase qui est un peu chronophage, on va dire, c'est la sélection des textes par les experts. Mais après, si là, je dois ajouter un nouveau texte, c'est juste le temps de mettre le PDF, parce qu'en fait, vu qu'on est sur une réglementation qui est très hiérarchisée,
on a intégré dans le code la manière de découper les paragraphes. Donc on n'a pas un découpage à faire à la main. C'est quasiment immédiat d'ajouter une réglementation supplémentaire. Il y a juste on va dire 2 heures pour remettre tout en ordre. Mais donc la réglementation, quand elle sort, quand elle évolue, ça rentre automatiquement une fois que vous avez rentré Bon, le point positif de l'extérieur pour moi, c'est que c'est génial d'avoir les sources. Oui. Autre question, est-ce que c'est possible, puisque vous travaillez sur la réglementation, d'empêcher le chatbot d'aller chercher des données autres que dans l'ensemble des textes de réglementation? De le bloquer exprès. Vous voulez dire de bloquer exprès une partie de la réglementation? Il n'a pas le droit d'aller dans l'univers des données. Tout ce qu'il a le droit, c'est de puiser dans l'ensemble de la réglementation. Ah, mais en fait, c'est ce qu'on a fait. C'est exactement ce qu'il fait, oui. C'est ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'il fait. Quand il ne trouve pas, il va chercher plus loin. Ah non, mais il va juste chercher plus loin pour compléter la question. Mais c'est pour ça que j'insistais bien sur ce point, c'est qu'effectivement pour les réponses, c'est juste à un moment donné, si on n'a pas posé une question assez spécifique, plutôt que d'afficher une non-réponse, il dit qu'il utilise une technique qui est un petit peu dérivée qui s'appelle hide, où il va simplement élargir un petit peu la question en la complétant jusqu'à trouver une réponse. Mais du coup, on sait que la première question posée n'aurait pas trouvé de réponse. Et donc, c'est juste un élargissement de la question qui a permis de trouver une réponse. Mais la réponse est toujours puisée dans les textes réglementaires. Il ne citera que les textes réglementaires. Donc là, sauf pour les 6 objectifs où il a fait une réponse fausse. Non, pour les 6 objectifs environnementaux, il a complété ce qu'étaient les 6 objectifs il a complété la question en disant voilà ce que pourraient être ces 6 objectifs grâce à ChatGPT, mais la réponse elle n'est pas complètement fausse. C'est pas les 6 objectifs environnementaux de taxonomie, mais il a cité 6 objectifs environnementaux. On lui a demandé 6 objectifs. On joue sur les mots pour un gars qui est pas dans le domaine. Il va prendre les 6, il va dire c'est la table de la loi et puis voilà. Parce qu'il n'ira pas vérifier que c'est les 6 de la taxonomie. Ah non, effectivement, il n'a pas la logique. Effectivement, c'est un mécanisme de corrélation, de similarité. Donc, c'est exactement aussi ce qu'on disait tout à l'heure avec Laurence. Il faut toujours avoir un regard critique sur la réponse. Et il faut effectivement à la fois des compétences pour définir le corpus réglementaire, là, qui est mentionné en bas du site, où on voit tous les textes qui ont été référencés. C'est ce qu'on a présenté. Donc, il y a tout ce travail-là. Et après, une fois l'utilisateur qui va utiliser cet outil pour avoir certaines réponses, il a besoin d'avoir un regard critique. Par contre, ça lui permet quand même d'avoir accès à quelqu'un c'est pas l'équivalent d'un spécialiste réglementaire, parce qu'effectivement, on n'aurait pas de nouveau cette expertise, mais en tout cas, il donne des grilles de lecture pour accéder à toute une série d'informations qui peuvent ensuite être vérifiées soit par l'utilisateur grâce à ses sources, soit effectivement confrontées avec le regard d'un expert, et donc pour connaître la validité. Mais l'important, pour nous, c'est vraiment de faire un grand pas par rapport à ce que pourrait faire nativement ChatGPT, parce que là, par contre, c'est exactement ce que vous soulignez. ChatGPT va vraiment puiser dans un univers de documents qui ont servi à son apprentissage qui est extrêmement large. Je ne sais plus s'il y a la base d'Avanci. Maintenant, il peut aussi puiser sur Internet certaines informations. Donc, on a vraiment du mal à savoir d'où vient la réponse. Là, on sait qu'il ne travaillera que sur les textes réglementaires qu'on lui a donnés. Et donc, on peut faire plusieurs versions de l'outil en fonction du périmètre que l'on veut, plus ou moins ciblé, élargi, rajouter effectivement peut-être Solvency 2, ORSA, etc. dans le corpus réglementaire si on veut avoir des informations plus précises sur certaines réglementations et certains scénarios. Juste pour compléter, cet outil, on ne l'a pas conçu pour remplacer les experts, hein, mais juste pour les aider à aller plus vite. Parce qu'effectivement,
je ne sais pas si tout le monde connaît la réglementation par cœur, mais ça peut être pratique de pouvoir avoir exactement le passage qui correspond à une question. Et voilà, c'est vraiment une aide à l'expert et pas en remplacement. Non, mais moi, pour un néophyte, je trouve ça génial parce que ça permet d'aller vite, simplement que je ne veux pas avoir des réponses fausses. Et vous, Laurence, vous l'utiliserez pour faire quoi, vous, cet outil-là ? Vous qui connaissez le domaine, concrètement, dans la vie de tous les jours de business. Moi, je dirais que c'est un outil de productivité, en fait. C'est-à-dire que, voilà, on se souvient qu'il y a quelque chose qui doit ressembler à ça. Voilà, on pose la question, on ne sait plus bien où c'était et on retrouve le passage qu'on avait en tête et dont on ne sait plus très bien où il était. Par exemple. Après, ça peut compiler aussi des choses qu'on n'avait pas forcément vues. Voilà, moi, par exemple, les questions sur le rapport du GIEC ou les accords de Paris, j'avais pas en tête qu'il y avait déjà autant de choses dans tous les textes réglementaires où on a finalement le corpus central. Voilà. Ça coûte combien ? Pour l'instant, actuellement c'est gratuit et c'est accessible sur Internet. Oui, d'ailleurs le lien que j'ai tapé ici, vous pouvez le taper sur votre smartphone et ça va marcher et vous aurez exactement accès à la même information. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être ? Oui, bonjour. Vous disiez que l'une des limites de ChatGPT, c'était justement qu'il était général et qu'il ne s'adaptait pas spécifiquement à un domaine, en fait. Donc ma question, c'est du coup l'embedding utilisé. Est-ce que c'est un embedding générique ? Parce qu'en plus d'être générique, là, il y a plusieurs sources, en fait. Et je vois, il y a à la fois des données sur la taxonomie, donc l'environnement, tout ce qui est ESG, et à la fois des données de comptabilité, finance, telles que IFRS 17. Donc ça fait déjà même 2 domaines différents. Et si en plus de ça, l'embedding qui est utilisé est générique, donc comment il arrive à faire le produit scalaire en fait est-ce que l'embedding il est open source, il est générique ou vous l'avez fine-tuné finalement le terme, je crois que c'était ça. Alors après l'embedding, oui, on a pu le spécifier un peu à la tâche voulue en fonction du nombre en fonction de la dimension qu'on va mettre sur cet embedding. Donc là, c'est là-dessus qu'on peut jouer pour faire que ça soit pertinent. Mais c'est vrai que d'avoir une certaine généralité dans les sources, ça permet aussi de pouvoir poser des questions quand même assez larges. Par exemple, on a fait la même chose sur la réglementation bâloise. On a mis les textes de Bâle 3, mais aussi IFRS 9. Pour pouvoir quand même être assez large. Donc là, l'embedding, il est générique en fait. En fait, générique dans le sens. Enfin, je veux dire, c'est un embedding, vous ne l'avez pas fine-tuné sur vos documents. Il est open source, je veux dire. Oui. Non, en fait, on veut éviter les étapes de fine-tuning qui sont assez chronophages et gourmandes en ressources quand même. Et finalement, il y a pas mal de ce qu'on appelle le prompt engineering qui permet d'être de ne pas tout réentraîner, mais juste de poser les bonnes questions pour donner un bon contexte. Quoi. Okay. Et c'est ça qui est spécifique en fait. Okay. Je vois que l'heure tourne. Il y avait encore une question peut-être dans la salle, j'ai vu. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Ma question était plus d'ordre général, c'était de dire que, en fait, là, vous avez présenté l'architecture basée sur des RAG. Et c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'il y a beaucoup de startups qui mettent à disposition ce genre d'application de chat with a document. Et qu'est-ce que vous pensez de l'avenir des solutions, sachant que, par exemple, OpenAI maintenant met à disposition avec ChatGPT 4 un assistant qui est entraîné sur des données plus récentes, qui permet de faire du LLM, donc du large multimodal modèle. Et donc en fait, est-ce que vous pensez qu'il y a toujours un avenir pour ces solutions développées sur des technologies open source, ou alors en fait l'ensemble de ce marché va tomber dans les mains de Microsoft ou d'OpenAI? Oui, je pense que c'est une bonne question parce qu'en plus on a vu la dernière version qu'il y a eu de ChatGPT. Je dirais que ça peut toujours avoir un avenir dans le sens où ça peut être couplé à une expertise métier. Faire un chat comme ça avec la nouvelle version de ChatGPT et les agents, il y a encore toute la phase de découpage du texte
en différents articles qui là est faite automatiquement, mais je doute pas que dans quelques temps ça pourra se faire aussi. Voilà, nous on n'est pas une entreprise on n'est pas une start-up dans la tech, donc on n'a pas prétention à faire aussi bien que OpenAI, mais je dirais que c'est plutôt sur l'expertise métier que ça va se jouer, et pas seulement sur un peu le gadget technique. Donc voilà, je peux pas vraiment savoir si ça a de l'avenir, ce genre d'outils, mais je pense que c'est quand même une aide précieuse sur les tâches d'audit, par exemple. Oui, je pense que c'est avant tout un service, hein, puisqu'on le disait tout à l'heure, l'objectif c'est pas de le vendre, hein, mais c'est vraiment d'en faire bénéficier à la fois tous les professionnels, ça peut être nous dans notre quotidien, hein, nous aider dans notre métier, et puis nos clients de la même façon. Et donc voilà, c'est vraiment un outil qui est mis à disposition, et peut-être qu'effectivement avec les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT, peut-être qu'on aurait pu développer plus rapidement et plus facilement maintenant ce type d'outil, mais aujourd'hui il fonctionne bien. Merci. Merci, on nous dit qu'il faut arrêter. Peut-être qu'il y avait madame qui avait une question courte, non? Non? Bon, ok. On vous invite à applaudir. Merci. Et si toutes ces questions vous intéressent, moi je co-anime en fin de journée donc un atelier sur le guide réglementaire durabilité qui a été édité par l'Institut. Voilà, merci.